qu'est-ce qu'on fait après? D'abord, la première réaction est ambivalente. Elle est empreinte de tristesse. Un certain nombre de dirigeants que je côtoyais normalement me tournaient le dos littéralement. Et ça a été un peu vécu aussi comme une libération. La tâche était quand même assez écrasante. C'est un point en moins. Il y aura un après, la direction du Monde, et dans cet après, j'étais journaliste, je resterai journaliste. Quand on est, drogué à l'information, on reste drogué à l'information. C'est une passion, c'est le début de l'aventure de Slate. Bonjour et bienvenue dans Mémoire d'un monde, le podcast qui croise l'actualité politique de la France de ces 30 dernières années avec celle du quotidien de référence, le journal Le Monde. Je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate, et je tends le micro à Jean-Marie Colombani, ancien directeur du quotidien du soir, pour nous transmettre cette mémoire. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Alors, on s'approche déjà de la fin de notre podcast. On va donc s'intéresser à la période la plus proche de nous, la France après 2007. Et plus particulièrement à cette bascule qui s'est opérée et qui a ouvert une séquence dans laquelle on se trouve encore aujourd'hui. Rappelez-vous, 2012, c'est l'élection de François Hollande. La gauche concentre les pouvoirs. Elle détient la majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat, et elle dirige aussi de nombreuses collectivités territoriales. Pourtant, en quelques années, tout va se déliter. La vie politique française se droitise puis s'extrême droitise, jusqu'au paysage actuel, structuré politiquement, socialement et médiatiquement par l'extrême droite. Pour parler de ce glissement, nous nous sommes entretenus avec un invité spécial, un homme qui a gouverné la France, un homme qui a été aux premières loges de ce changement d'époque, un président qui garde un regard aiguisé et sans indulgence sur la vie du pays, François Hollande. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une bascule à partir de 2007-2010 en faveur de la gauche, puis ensuite une autre bascule en faveur d'une droite extrême. Qu'est-ce qui s'est produit en 2007? C'est que Nicolas Sarkozy, élu président de la République, avait siphonné une partie de l'électorat du Front National avec l'idée d'aller le plus loin possible à droite, et c'était le début de son quinquennat. Ensuite, à la fois le fait qu'il n'ait pas voulu traduire par un autre référendum ce qu'était l'accord de Lisbonne pour le traité européen, celui-là même qui avait divisé les Français en 2005, et qu'il ait été confronté à une crise financière et économique qui l'a conduit à revenir sur un certain nombre de ses engagements et à demander des efforts aux Français, notamment dans la fin de son mandat. C'est ça qui a permis à la gauche de redevenir, non pas majoritaire, mais en tout cas suffisamment forte pour être regardée comme l'alternative. L'alternative à la droite ne pouvait pas être l'extrême droite, elle était trop affaiblie, trop réduite, même si elle n'avait pas disparu, mais elle était encore sous la férule de Jean-Marie Le Pen, et c'était qu'à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy que Marine Le Pen a repris la suite. Et donc, c'était nécessairement la gauche, et en particulier le Parti socialiste, qui se trouvait d'une certaine façon engagé dans l'alternative et représenté comme la seule façon d'en terminer avec le mandat de Nicolas Sarkozy, sans qu'il y ait pour autant une adhésion ni à ce qu'était le projet du Parti socialiste, ni même à ma candidature, même si elle s'est révélée majoritaire, mais quand même de peu, 52% seulement. C'est ensuite que l'extrême droite a connu, à partir donc de 2012, y compris l'élection présidentielle, où Marine Le Pen c'est 18%, c'est-à-dire plus que n'avait fait son père en 2002, lorsqu'il était parvenu à être au second tour. C'est à ce moment-là que l'extrême droite, profitant de la faiblesse de la droite, puisqu'elle avait été défaite et que Nicolas Sarkozy avait été battu et qu'il y avait une crise de succession, que l'extrême droite commence à retrouver une position qui peut l'amener, non pas à être une alternative, mais à être une concurrente majeure à l'égard de la droite, tout en prenant une partie des électeurs de gauche qui, face à une crise qui appelait des réponses de la part du président que j'étais, qui pouvaient se sentir désemparés, d'où la montée de l'extrême droite tout au long de mon quinquennat. Alors si on regarde la situation aujourd'hui, ce qui me frappe, moi, c'est le fait qu'on est passé d'une société
j'allais dire ouverte et en effet à un temps dominée par, intellectuellement en tout cas et culturellement par la gauche peut-être, à une situation où dans le langage courant, dans les réactions immédiates aux événements, notamment dans les médias, il y a une sorte d'imprégnation de termes et d'une façon de penser les choses, de voir les choses qui sont propres à la droite et aussi à la droite de la droite. Je pense à ce qui est devenu aujourd'hui une insulte, c'est-à-dire le droit de l'hommisme, qui auparavant, il y a quelques années, c'était quand même plutôt bien. En tout cas, normalement, on pouvait plaider pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, on est droit de l'hommiste et droit de l'hommiste, on est voué aux gémonies. Droit de l'hommisme, immigrationniste, quand on défend une vision un peu plus ouverte de l'immigration. Décivilisation, nous sommes en une période de décivilisation qui sont des concepts empruntés à l'extrême droite, mais qui sont passés dans le langage courant, et c'est un petit peu ce langage courant et ces réflexes-là qui sont dominants. Par exemple, lorsque l'on s'indigne d'une situation d'injustice sociale ou autre, on entend aussitôt des condamnations en disant « Oh non, ça suffit, assez de moraline ». La moraline, pour dénoncer des gens qui peuvent avoir des réflexes tout simplement d'en appeler à la morale, ce qui eût été, il y a quelques années, la norme en France. Donc c'est cette imprégnation-là qui me frappe, moi. Est-ce que je me trompe ou comment regardez-vous les choses de ce point de vue-là? Ça avait commencé sous Nicolas Sarkozy et dans sa campagne, si on se souvient bien, avant 2007 même, lorsqu'il mettait en cause les conséquences de mai 68, puis les dérives qui avaient pu exister, et une conception de la liberté excessive, et puis aussi lorsqu'il était président de la République et qu'il avait prononcé le discours de Grenoble, qui certes avait pu choquer, mais qui avait aussi donné, si je puis dire, crédit à une certaine façon de parler politique, et notamment à droite ou à l'extrême droite. Et puis, il y a le mouvement culturel qui s'est produit, c'est qu'à la fois la droite dure, ou voire l'extrême droite, a trouvé des porte-paroles, des héros. Les médias s'en sont pour partie emparés. Thibault était à la télévision sur le service public, dans une grande émission, avec Nolo d'ailleurs, quand on y réfléchit bien. Il y avait déjà cette porosité entre le système médiatique, avec les chaînes d'information qui surgissaient, et cette montée de culture de droite qui s'affranchissait des tabous qui avaient pu à un moment la limiter, le tabou de Pétain, le tabou de ce que devait être le respect des droits de l'homme, des libertés. Et ce mouvement n'était pas propre à la France. On l'a trouvé avec les États-Unis. Alors c'était pas encore le Trumpisme, c'était le Tea Party, où on voyait bien qu'il y avait là une forme d'affranchissement, de libération de la parole. Et puis enfin, et je crois qu'on ne l'a pas suffisamment mesuré, à partir des années 2010, 2012 et encore davantage après, les réseaux sociaux sont apparus. Et les réseaux sociaux ont été, pour l'extrême droite et pour la droite décomplexée, une façon de s'imposer dans le débat public, en tout cas de faire que les mots qui étaient utilisés pouvaient être des mots admis, puisque on était dans une espèce de déplafonnement de ce qui était jusqu'à présent le politiquement correct. Donc ça a eu aussi ce rôle. Enfin, je ne peux pas négliger le fait que, ça avait été totalement sous-estimé, que la propagande insidieuse de Poutine, qui, à partir des années 2012, a considéré qu'il fallait soutenir tous les mouvements d'extrême droite, et ça a eu des conséquences sur les réseaux sociaux. Alors, du point de vue de la gauche, ce qui s'est produit, c'est que tant que le Parti socialiste était la force principale, celle qui ordonnait d'une certaine façon la vie politique par le jeu de l'alternance ou le jeu de l'opposition quand la gauche était dans cette situation, que le Parti socialiste a été contesté sur son flanc le plus radical, voire même en son sein, alors il y a eu un affaiblissement de ce qu'était le discours réformiste, démocrate, habituel. Ce n'était pas propre à la France non plus. On l'a vu aux États-Unis avec une forme de radicalité à gauche, avec Sanders notamment dans les primaires américaines. On l'avait vu aussi avec Corbyn au Royaume-Uni. Donc, il y avait à la fois une gauche qui était moins affirmée, moins sûre d'elle-même,
et qui était contesté par une autre culture que la sienne, c'est-à-dire une culture beaucoup plus radicale, et puis une droite et une extrême droite qui trouvaient sa place dans un système nouveau, à la fois médiatique, les chaînes d'information, ça allait même jusqu'au service public, je l'ai évoqué, au nom d'un pluralisme qui pouvait être assumé, et aussi sur l'enjeu des réseaux sociaux. C'est ce bouleversement-là qui fait la bascule. C'est-à-dire à la fois affaiblissement de la gauche, un mouvement beaucoup plus assumé vers la droite et vers l'extrême droite, et une technologie et un système d'information qui donne à cette expression-là une place beaucoup plus grande, d'où la levée des tabous qui va jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai, vous avez absolument raison pour cette montée des radicalités de part et d'autre, et ne mettra pas du tout sur le même plan l'extrême gauche et l'extrême droite, mais c'est vrai que catalysé par les réseaux sociaux, il y a une plus grande forme de détermination, voire d'agressivité au sein de la population. Est-ce à dire que la France est devenue un pays ingouvernable selon vous ? Il est ingouvernable en ce moment, donc on ne peut pas récuser cette expression. C'est un pays qui n'a jamais été facile à gouverner, même quand il y avait des majorités larges. Elles pouvaient exister d'ailleurs, y compris lorsque j'étais président de la République. C'est un pays qui n'a jamais été facile à gouverner parce qu'il y a eu des mouvements sociaux qui ont à certains moments bousculé les gouvernements, voire les présidents les mieux installés. Ça n'a pas été un pays facile parce qu'il a été lui-même traversé de pressions contradictoires. On s'en était rendu compte, notamment par rapport à l'enjeu européen en 2005. Mais tant qu'il y avait deux grands partis qui finalement empêchaient la dérive vers l'extrême, la droite qui tenait tant bien que mal par rapport à l'extrême droite, il y avait encore cette frontière qui maintenant s'est progressivement effacée. Et tant qu'à gauche, c'était le Parti socialiste qui, certes, était contesté sur ses flancs, mais n'était regardé que comme la seule expression gouvernementale, le pays tenait. Dès lors que les deux partis se sont, pour des raisons multiples, et dont l'avènement d'Emmanuel Macron n'est pas sans être une des causes, dès lors que les deux grands partis se sont effondrés, il n'y a plus eu à la fois les limites que ces partis imposaient dans le débat politique, et ils ont été débordés, et l'opinion elle-même a débordé. C'est-à-dire qu'elle n'était plus encadrée, elle n'était plus maîtrisée, elle n'était plus incarnée non plus. Parce que la vie politique est faite de figures, et quand la figure tutélaire n'est plus là, quand la figure présidentielle est elle-même mise en cause, alors ça va vers des expressions beaucoup plus spontanées. Ça peut arriver en sociaux, gilets jaunes, etc., ou des figures qu'on avait rejetées jusqu'à présent et qu'on avait considéré qu'on ne devait jamais les porter au pouvoir. C'était finalement ce qui unissait la vie politique française et qui devenait des formules possibles puisqu'elles n'avaient pas été essayées. Donc c'est finalement la déstructuration de la vie politique. Elle n'est pas propre à la France non plus. On trouve cet éclatement, cette fragmentation partout, même en Allemagne, même au Royaume-Uni. On l'a vu aussi en Espagne et en Italie. Donc c'est l'affaiblissement des formations politiques qui avaient pendant 40 ans permis que le débat politique se trouve maîtrisé et que les alternances se succèdent. Il y a eu sans doute une possibilité pour les extrêmes, et notamment l'extrême droite, de trouver une place. L'extrême gauche, c'est encore différent parce qu'elle n'est pas regardée comme pouvant gouverner, elle n'est pas regardée comme pouvant accéder au pouvoir. Et elle est utilisée par l'extrême droite comme un repoussoir, comme un épouvantail, justifiant même l'existence de l'extrême droite. Parce que maintenant, et on voit bien, il y a une déclaration récente du ministre de l'Intérieur qui considère qu'il faut faire tout contre LFI. Je n'ai aucun lien ni personnel ni politique avec LFI, mais ça veut dire que le Rassemblement national ou l'extrême droite n'est plus le parti qu'il faudrait écarter à tout prix. Il y en aurait un autre. Donc on voit bien qu'il y a pour la droite pure ou pour l'extrême droite maintenant une façon de se légitimer comme une solution pour écarter ce qui serait le pire. Alors comment on s'en sort dans une situation pareille ? Parce que il y a, comme l'avait noté d'ailleurs le président de la République, Emmanuel Macron, il y a une sorte d'international malgré tout, d'international oui. Alors réactionnaire ou national populiste, dont le leader mondial incontesté est Donald Trump.
avec les émules qu'il peut faire et qui a encore en quelque sorte pris le relais de Vladimir Poutine, qui dans un premier temps, en effet, peut-être continue d'alimenter et de soutenir les extrêmes droites en Europe, mais il y a aussi le rôle des proches de Donald Trump qui sont allés jusqu'à soutenir l'AfD en Allemagne, et ainsi de suite. Comment peut-on faire face à tout cela, compte tenu de nos fragilités que vous venez d'évoquer? Oui, il y a d'abord le rôle des États-Unis, ça a toujours été vrai, lorsqu'il s'agissait de diffuser des idées démocratiques, nous ne nous en plaignons pas, même si il y avait toujours une forme d'hégémonie, d'impérialisme qui quelquefois nous heurtait, notamment en France. Mais là, ce qui est nouveau avec Donald Trump, c'est que l'hégémonie et une forme d'impérialisme qui est aussi un isolationnisme, qui est un peu compliqué à comprendre, mais qui se formalise chaque jour avec des contradictions, mais aussi une direction, c'est que il n'y a plus la volonté d'établir un ordre du monde fondé sur les principes classiques de la démocratie, le pluralisme, la liberté d'expression et aussi la volonté de garder les institutions intactes avec la séparation des pouvoirs. C'est tout le contraire. Alors, comment on s'en sort face à cette pression qui vient des États-Unis et face à la montée des populistes, dont le ressort principal, et je crois que là aussi, nous ne l'avons pas forcément suffisamment bien réglé, identifié, je crois, depuis longtemps, mais bien réglé, qui est la question migratoire. La question migratoire, elle a toujours existé, elle a toujours été utilisée par les droites et par l'extrême droite. Souvenons-nous de Jean-Marie Le Pen, 2 millions de chômeurs, 2 millions d'immigrés. Mais là, ça a pris une autre dimension, à la fois numérique, quantitative. Il y a plus d'arrivées de personnes compte tenu des conflits dans le monde, compte tenu de la pauvreté, compte tenu des flux. Mais c'est devenu une revendication identitaire, civilisationnelle. Nous allons être envahis. C'est la vieille thèse de l'extrême droite sur le grand remplacement, sur l'invasion, etc., a trouvé là une fabrique électorale. Et c'est ça qui se produit. Donc, quelle est la réponse? La réponse, c'est d'être ferme sur les principes démocratiques, de montrer que ce que fait Donald Trump, ce que font les populistes, est finalement contraire non seulement à notre histoire, mais à nos propres intérêts. La question des droits de l'homme, de ce point de vue-là, est assez significative. Et deuxièmement, et ça vaut pour la gauche, d'être tout à fait conscient que nous avons non seulement à régler la question migratoire, mais à donner à la nation un sens et une capacité à vivre ensemble, c'est-à-dire à éviter ce que l'on vit en ce moment, c'est-à-dire la fragmentation, le communautarisme d'une certaine manière, la séparation selon les lieux d'habitation, la division entre l'espace rural et les grandes villes, c'est-à-dire à mettre de l'unité là où tout est fait pour individualiser et pour catégoriser ou fragmenter. Donc la gauche, elle a maintenant comme obligation de parler de la nation. C'est elle qui doit, non pas devenir nationaliste, c'est laissons ça aux populistes, c'est elle qui doit donner à l'idée de nation cette possibilité de vivre commun et de vivre avec les mêmes principes et les mêmes valeurs. D'où la question laïque qui est aussi posée. C'est-à-dire, pour vivre ensemble, faut-il encore que nous respections les règles. Et quand la gauche, et notamment sous la pression de son flanc le plus radical, qui finalement endosse une forme de communautarisme, une forme de différenciation des langages selon les populations concernées ou les électeurs visés, et lorsque sur la laïcité, elle ne tient plus, et lorsqu'elle utilise des situations internationales tragiques au demeurant pour créer une remobilisation politique, on voit bien qu'elle fait le jeu de ce qui est la passion identitaire dont l'extrême droite s'est emparée. Dans le contexte actuel où je pense les grandes questions géopolitiques dominent, à la fois que sur le plan de la marche de l'économie mondiale, autant que sur le plan des nations elles-mêmes et des conflits qui ressurgissent, comment regardez-vous ce qui formait jusqu'à présent une perspective quand même, c'était l'Union européenne. Aujourd'hui, on ne sent pas, alors que des documents existent, je pense au rapport Draghi qui à la fois pose un diagnostic et fait des propositions qui semblent urgentes, et alors qu'on a l'impression que voilà, tout cela se fige un petit peu et que nous manquons d'initiatives dans ce domaine, avec évidemment la place de plus en plus grande sur les théâtres internationaux, bien sûr, du nationalisme. Là encore, j'allais dire comment s'en sortir, mais quelle perspective pouvez-vous nous donner ou avez-vous en tête ? Gardons un élément positif pour, non pas nous rassurer, mais pour nous convaincre que rien n'est joué. Il y a 20 ans, le référendum sur le traité constitutionnel, la France se divise et majoritairement
les Françaises et les Français expriment une défiance à l'égard de la construction européenne. Pas nécessairement à l'égard de l'Europe en tant que telle, mais à l'égard des institutions et de la manière avec laquelle l'Europe travaille. 20 ans plus tard, alors même qu'il y a une poussée populiste et nationaliste, et compte tenu de ce qui se passe dans le monde, notre société française est beaucoup plus convaincue aujourd'hui de l'utilité de l'Europe, en sachant qu'elle est en train de changer de contenu et que la question sûrement écologique, mais la question économique, toujours industrielle, compte tenu des menaces qui pèsent du côté de la Chine et du côté des États-Unis, mais la question sécuritaire est devenue première. C'est-à-dire que l'Europe, qui n'avait jamais eu cette compétence, devient une forme de protection, surtout si les États-Unis doivent s'éloigner. Donc là, on fait le point positif. Tous ceux qui critiquaient l'Europe, qui contestaient l'Europe, qui voulaient même sortir de l'Europe, se taisent, puisque l'Europe est redevenue finalement un ensemble qui nous protège, ou qui serait supposé nous protéger du reste du monde, aussi bien sur le plan militaire, économique ou commercial. Alors ensuite, la déception pourrait être que cette Europe que l'on attend ne soit pas au rendez-vous et qu'elle tarde à s'unir suffisamment fortement sur les questions de défense, sur les questions commerciales, sur les questions y compris technologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à la domination des GAFA, des logiciels venant de l'extérieur, des algorithmes, comment fait-on pour s'organiser au plan européen pour être une puissance. Et c'est tout l'enjeu politique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une puissance que s'il y a d'abord des États qui consentent, donc la France et l'Allemagne sont de ce point de vue déterminants, et je pense que ça progresse, notamment en Allemagne, et deuxièmement, que si on y met des moyens, notamment budgétaires ou des moyens économiques, c'est ce que propose Draghi, et qu'on s'affirme comme tel, et que l'on défende un modèle. Et le modèle, c'est la démocratie. L'Europe, pour qu'elle soit une puissance militaire, il faut qu'elle ait un but. Elle ne peut pas être une puissance militaire simplement pour se protéger des puissances extérieures, maléfiques, supposées comme telles. Donc, il faut qu'elle défende la démocratie. Et c'est ça qui redonne à la vie politique, sans doute, un sens. Si on s'engage, ça doit être pour la démocratie. Et puisqu'on s'engage pour la démocratie, il faut être fort. Bonsoir François Hollande. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Merci de votre participation à ce débat. Les Français et les Françaises qui nous regardent permettront ainsi de vous juger à la fois sur vos programmes, mais aussi sur vos personnalités. Vous dites que vous serez un homme de rassemblement, vous ne cessez de parler au peuple de gauche, au Parti socialiste. Votre état-major de campagne n'est composé que de socialistes. Pardon, mais je ne suis pas président de la République. Est-ce que vous avez reçu, comme président de la République, les parlementaires de la majorité à l'Élysée? Oui ou non? Oui, bien sûr. Donc vous êtes comporté comme un chef de parti. Mais parce que M. Mitterrand ne vous recevait pas. Non, jamais. Il n'y avait pas le petit déjeuner des éléphants à l'Élysée. Je ne parle pas des petits déjeuners, je parle des réunions. Bon, c'est tout à fait différent d'inviter tous les parlementaires. J'ai invité tous les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Non. Vous avez invité à plusieurs reprises les parlementaires de votre parti. Vous vous êtes comporté comme un chef de majorité. Jamais, monsieur. Et vous avez également participé à des réunions de collecte de fonds à l'hôtel Bristol. Jamais je ne me suis prêté à cela. Vous avez une précédence partisane, partiale, et vous en payez aujourd'hui les conséquences. Monsieur Hollande, c'est un mensonge. J'ai nommé un député socialiste, vrai ou pas, à la tête de la Cour des comptes. C'est une présidence partisane. J'ai nommé au Conseil constitutionnel un ancien collaborateur de M. Mitterrand, M. Charras. C'est une présidence partisane. Vous avez nommé vos proches partout. Partout. Monsieur Hollande, dans tous les ministères. Vous avez nommé partout vos proches. Puis-je terminer? Vous êtes un petit calomniateur en disant ça. Alors, vous jugerez peut-être qu'on fait un peu trop de cas à la fois de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. L'un et l'autre ancien président sont d'ailleurs très très mal jugés par leurs contemporains. Et moi, je suis plus indulgent. Je pense qu'on les juge trop sévèrement. Et pour une raison que j'explique de la façon suivante. L'essence même de la présidence de la République, c'est d'être en charge de l'essentiel. Donc, quand on veut apprécier la trace ou l'œuvre d'un président en place, il faut regarder cela par rapport aux enjeux essentiels. Alors, si je reprends la présidence de Nicolas Sarkozy, il a eu à affronter une énorme crise financière mondiale, qui était la crise de 2008, et qui a laissé des traces très profondes, et dont je pense d'ailleurs qu'on néglige trop souvent comme facteur de cause de l'explosion des populismes et du national-populisme un peu partout.
on néglige la cause de la longue portée, la trace assez longue de cette crise financière. Eh bien, dans cette crise financière, Nicolas Sarkozy s'est parfaitement bien comporté. Sur d'autres dossiers, c'est moins évident. C'est vrai que pour ce qui me concerne, je n'étais pas du tout en accord avec ce virage à droite, voire à la droite de la droite. Quant à François Hollande, qui est absolument détesté aujourd'hui par une bonne partie de la gauche, il le doit d'ailleurs aux frondeurs qui ont installé l'idée qu'il menait une politique de droite, ce qui est parfaitement contestable. Et moi, mon critère de jugement n'est pas celui-là. Je regarde les crises qu'a dû affronter François Hollande. D'abord, la crise européenne, la crise des dettes souveraines, qui a failli faire éclater la zone euro elle-même. Et c'est François Hollande qui a ramené Angela Merkel, la chancelière allemande, dans le droit chemin, si j'ose dire, de la solidarité européenne, qui a conduit finalement au sauvetage de la Grèce. Ça, c'est le premier point. Sur la crise, évidemment, du terrorisme, il a été parfaitement à la hauteur dans des circonstances absolument dramatiques, bien sûr. Et donc, c'est tout cela dont on peut créditer François Hollande. Alors, on peut dire aussi que sur le plan politique, ça a été un désastre. Ça a été un désastre, en effet, pour la gauche et sur le plan politique, parce qu'il n'a pas, en plus, il n'a pas su faire valoir tout ce qu'il avait fait, notamment la politique de l'offre, qui est tant décriée aujourd'hui, mais la politique de l'offre, c'est ce qui a permis d'amorcer le reflux durable du chômage. Alors, ce qui était un des grands engagements de François Hollande. Voilà donc pour moi, lorsque ces présidents se sont trouvés face à des circonstances exceptionnelles, des circonstances qui mettaient en jeu, au fond, l'existence même de ce que nous sommes, qui mettaient en cause l'essence même de la fonction présidentielle, ils ont été au rendez-vous. Voilà pourquoi on peut me taxer d'indulgence que je revendique d'ailleurs vis-à-vis de l'un comme de l'autre. Alors Jean-Marie Colombani, François Hollande n'est plus président de la République, vous n'êtes plus directeur du Monde depuis 2007. Qu'est-ce qu'on fait après avoir dirigé le quotidien français de référence ? Alors je me garderais bien de faire ce rapprochement entre président de la République et patron de journal, fût-il le plus prestigieux, à savoir Le Monde. Qu'est-ce qu'on fait après ? D'abord, la première réaction est ambivalente. Elle est empreinte de tristesse, évidemment, parce que quand vous n'êtes pas, ce qui était mon cas, renouvelé, alors que vous aviez quand même toujours des projets en cours et toujours une situation que vous sembliez, à vos yeux en tout cas, maîtriser, et puis en même temps un sentiment de libération, parce que la tâche était quand même assez écrasante, la situation à l'intérieur du journal était difficile, et c'est un point en moins. Voilà, j'avais dit d'ailleurs aux miens dans cette période, ne craignez rien, on vivra ça comme une libération. Mais c'est pas faux. Et ça a été un peu vécu aussi comme une libération. Vous avez enfin pu faire une grasse matinée ? Enfin, j'ai surtout eu une charge sur les épaules allégée. Parce que c'était quand même une tâche écrasante. Et en plus, c'était un parcours où on avait tout reconstruit, en fait, puisque quand j'avais été élu, le journal était à genoux, en situation de faillite. Et puis, à l'arrivée, quand je pars, il y a non plus un seul journal, mais un journal au sein d'un groupe. Et les bases de la prospérité actuelle du Monde, je les ai mises en place. Donc ça n'est pas une mince fierté non plus. Mais néanmoins, c'est autre chose. Parce qu'en même temps, comme on l'a vu, le paysage médiatique a été profondément bouleversé. Les règles du jeu dans ce paysage ne sont plus les mêmes. Le poids des réseaux sociaux, le poids de tout ce qui est autour de... Avant, c'était limité à l'Internet, mais maintenant, ça va bien au-delà. Le poids peut être excessif à certains égards des chaînes d'infos, qui font que les journaux télévisés aujourd'hui ne sont plus inspirés par la lecture du Monde ou d'autres journaux, mais sont inspirés par ce qui se passe sur les chaînes d'infos et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bref, tout cela a introduit un changement dans le paysage qui fait que les comparaisons sont très difficiles à faire et sont voire impossibles à faire. Est-ce que c'est dans ces moments-là aussi, les moments charnières comme ça de la vie professionnelle, qu'on voit ceux qui sont toujours là, ceux qui continuent à vous soutenir, et puis ceux qui oublient votre numéro de téléphone et vous lâchent petit à petit ? Petit à petit ou tout d'un coup, ça peut arriver aussi. Je me souviens de séances à l'Opéra de Paris où un certain nombre de dirigeants que je côtoyais normalement me tournaient le dos littéralement. Mais bon, ça c'est la vie et c'est assez commun, j'allais dire, c'est assez répandu. Non, il y a une conscience qui est propre à Paris peut-être, mais il faut relire Balzac pour s'en persuader et le vivre au fond comme Balzac le décrivait. Il y a à Paris, en tout cas, 2 catégories de gens, utiles, non utiles. Et donc moi je suis passé d'une catégorie qui était
très utile aux yeux d'un certain nombre de gens à une catégorie inutile ou devenue inutile. Et ça, c'est une perception qui vient très très vite et qui marque au fond le mode de fonctionnement de la société française aussi d'une certaine façon. Alors, je crois que vous n'avez pas complètement perdu vos illusions pour autant, puisque vous avez continué à œuvrer dans le domaine de la presse, dans le domaine des médias, puisque en 2009, vous avez créé Slate, Slate.fr, ce magazine en ligne. 2009, c'est la pleine époque des pure players, ces sites non rattachés à un journal existant. Quelle est votre vision de la presse en ligne à cette époque ou de la presse tout court? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la naissance de Slate? Ma conviction était que de toute façon, le paysage futur des médias allait se structurer autour de l'Internet, autour des sites. L'histoire de Slate est très simple. Avant de quitter le journal, j'avais déjà engagé des discussions avec le Washington Post, parce que le Washington Post nous servait un petit peu de modèle. Il y avait le journal Washington Post, écrit comme il existe toujours aujourd'hui, le site du journal, washingtonpost.com, et accolé à cet ensemble, un site magazine, un web magazine qui était en relation avec le journal papier et le site du journal papier, et qui s'appelait slate.com. C'est ce modèle qui nous a inspirés, et quand j'ai dû quitter le monde, je suis allé voir la famille Graham, Don Graham, le fils de Catherine Graham, qui était là, à l'époque propriétaire du Washington Post, et donc de slate.com, en lui disant je ne peux plus discuter au nom du monde, mais je voudrais me lancer dans cette aventure. Et donc il m'avait donné carte blanche, en fait. Il m'avait dit mais on va t'aider, il n'y a aucun problème. Et donc on a lancé Slate en s'appuyant sur la masse éditoriale du slate.com, à la condition de le traduire en français. On est parti comme cela, avec cela en magasin, c'est tout. Et puis petit à petit, on a bâti notre propre autonomie, notre propre vision des choses. Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors vous êtes le cofondateur et président de Slate.fr, le magazine d'information en ligne gratuit. Quand nous nous sommes lancés, l'inconnu était total parce que nous ne savions pas si l'offre que nous allions faire, que nous nous apprêtions à faire, rencontrerait une audience. Pour une raison simple, c'est que nous étions inédits dans l'univers français. Même si Slate était calqué sur connu, le modèle slate.com, slate.com qui est donc un site d'analyse totalement dédié à l'analyse, aux commentaires, à une approche éditoriale des événements et explicative, beaucoup d'explications sur slate.com. Donc on importait ce modèle en partant de l'idée que l'âge du net, après la demande prioritaire qui était une demande de flux d'informations, mais qui est satisfaite de façon surabondante, un petit peu analyse, plus subjective, plus éditoriale, plus en profondeur, plus analytique, avec des gens qui passent plus de temps sur l'écran qu'ils ne le passaient auparavant. Et donc au cœur de cette création, il y a donc Éric Lézère, qui était à l'époque du Monde à la tête du service économique, Éric Le Boucher, qui était un des éditorialistes rédacteurs en chef, mais Jacques Attali aussi, qui nous a donné un coup de main au départ. Pourquoi ? Parce que Jacques Attali avait été un des rares qui ne m'avait pas tourné le dos une fois que j'avais quitté le monde, et qui m'avait dit, c'est très simple, tu vas te trouver face à des propositions, et il va falloir que tu réfléchisses bien à ce que tu veux faire. Soit tu les acceptes et tu changes de vie ou d'activité, soit tu continues à rechercher ta propre liberté, et si c'est ça, je t'aiderai. Et donc, j'ai choisi en effet d'essayer de conserver ou de me redonner les moyens de ma liberté, et donc avec l'aide de Jacques Attali, entre autres. Et donc, c'est le début de l'aventure de Slate. Qui dure maintenant depuis 16 ans. Vous avez refusé de belles propositions ? Et j'ai refusé de belles propositions, notamment à l'époque de la présidence de Nicolas Sarkozy. Il y avait 2 ministres que je connaissais très bien, qui n'étaient pas précisément des gens de droite, Bernard Kouchner, qui était au Quai d'Orsay, et Jean-Pierre Jouyet, qui avait été le secrétaire général de l'Élysée à l'époque du quinquennat de François Hollande, que je connaissais particulièrement bien, et qui était chargé des questions européennes au sein du gouvernement. Et l'un et l'autre m'avaient proposé d'aller à Rome comme ambassadeur. Et comme j'avais refusé une première fois, il m'avait dit « Mais on va te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser cette fois, c'est ambassadeur au Vatican ». En effet, ça les remplissait de joie de penser qu'un ancien directeur du Monde pouvait être ambassadeur au Vatican. Et de fait, il pouvait y avoir quelques capacités ou quelques éléments de compréhension
qui peut-être nous rapprochait de cet univers, que j'ai refusé également parce que je pensais pas être fait pour autre chose que le métier de journaliste. Quand j'étais à la tête du Monde, j'avais toujours dit, je sais qu'il y aura un après la direction du Monde, et dans cet après, j'étais journaliste, je resterai journaliste. Et donc j'ai maintenu ce cap-là, alors que ces propositions étaient évidemment phénoménales. Mais c'était aussi arrivé à un de mes prédécesseurs, le regretté André Fontaine, qui s'était vu proposer par Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, d'être ambassadeur à Pékin. Ce qui n'était pas non plus un mince poste. Mais moi, j'ai considéré, et lui, le premier, avait considéré que c'était pas vraiment le même métier et qu'on voulait rester attaché à la profession de journaliste, point final. Journaliste bien plus que politique. Vous êtes resté journaliste toute votre carrière, Jean-Marie. Oui, et pas tenté du tout par la politique ni quoi que ce soit, parce que je pense que ce sont vraiment des choses qui doivent rester séparées, même s'il est arrivé à des grands journalistes de faire de la politique ou de devenir ministre, etc. Beaucoup plus dans d'autres pays que le nôtre, d'ailleurs, qu'en France. Et c'est vrai qu'en même temps, quand on est, j'allais dire, drogué à l'information, on reste drogué à l'information, on ne peut pas se priver de l'information, avec quelquefois des côtés un peu foutraques, parce que de penser que le fait qu'on soit vraiment collé à l'actualité va changer quoi que ce soit dans le cours du monde, non. Mais néanmoins, c'est une passion. Et alors, il y a la passion pour la vie politique que j'ai toujours eue, parce que j'ai toujours aimé la politique et observé les politiques, et aussi, d'une certaine façon, respecter les politiques. Et confronter également la vision qu'on pouvait avoir avec la réalité. Moi, ce qui m'avait le plus frappé d'ailleurs, au tout début de ma vie de journaliste, c'est le contraste que j'avais observé sortant des études à Sciences Po, à la fac de droit et ainsi de suite, et étant plongé dans la Nouvelle-Calédonie, de constater à quel point les univers ne correspondaient pas. Et ce que l'on avait appris sur les bancs de l'université ou de Sciences Po ou d'autres ne cadrait pas vraiment avec les réalités qu'on pouvait observer quand on était, voilà, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, puisque c'était là où j'étais. Et donc, c'était le plus incontestable du journalisme. Et d'ailleurs, regardez dans les événements internationaux où qu'ils se produisent, quand il n'y a pas de journalistes, c'est impossible d'y voir clair. Regardons Gaza aujourd'hui, sans la présence des journalistes, on peut nous raconter tout ce qu'on veut et on n'arrive pas à démêler le vrai du faux. Or, c'est indispensable. Autre expérience de même nature, de confronter l'idée que l'on peut se faire d'un côté et la réalité d'autre part, c'est lorsque Nicolas Sarkozy, pour qui je n'avais pas voté, m'avait confié une mission sur l'adoption. Et ça a été pour moi une année entre la sortie du Monde et Slate. J'ai donc fait pendant 1 an une mission sur l'adoption qui m'a amené à plonger vraiment dans un dossier qui est devenu aujourd'hui mal considéré, parce que les médias ont, d'une certaine façon, tourné Kazakh sur cette question, mais qui, pour moi, m'a fait toucher du doigt le fait que, par exemple, entre autres, la France est un pays qui, quoi qu'on dise, reste fondamentalement attaché au droit du sang, et que le droit du sol n'est pas, contrairement à ce que l'on croit, dominant dans les faits et gestes y compris des institutions. Et ça, c'est une conception française qui fait qu'il y a si peu d'enfants abandonnés qui sont dirigés vers l'adoption. Ils sont dirigés vers des institutions. On se paye souvent de mots en France. Et là, c'était exactement le cas. Et je disais tout à l'heure que c'est une mission qui m'avait été confiée par Nicolas Sarkozy, parce que c'est un des bons côtés de Nicolas Sarkozy. L'attention aux choses humaines et une approche qui n'était ni idéologique, ni politique, ni partisane, mais qui était vraiment à dominante humaine. Ça m'a valu évidemment des hostilités ici et là, et pour autant je n'avais pas voté pour lui, et il m'en avait d'ailleurs suffisamment voulu de ne pas avoir voté pour lui, car au lendemain de son élection, Nicolas Sarkozy va trouver refuge sur le yacht de Vincent Bolloré. Et donc il m'avait agonie d'injures, comme il aime le faire, au téléphone. J'étais dans la rue avec ma femme et un de nos enfants. J'écartais à peine le téléphone tellement il était en rage contre cela et contre le fait que dans l'édito que j'avais signé pour Le Monde, on avait appelé à voter plutôt pour Ségolène Royal. Et il m'avait dit oui, tu es comme les autres, tu t'es laissé convaincre, etc. Et j'avais dit non, ça n'a rien à voir avec la personne, mais Le Monde est à gauche.
Voilà, le monde a préféré la gauche plutôt que la droite. Voilà, c'était juste une petite parenthèse comme cela. En tout cas, moi, ça m'avait permis de réfléchir à pas mal de choses. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani pour cette rétrospective de votre carrière, pour ces 30 années de vie politique française aussi que vous nous avez raconté avec force de détails et d'anecdotes pour rendre la réalité plus palpable que ce qu'on apprend à l'école. Vous avez fait votre travail de journaliste jusqu'au bout. Merci beaucoup, c'était un plaisir de recueillir ces confessions d'un drogué de l'information. Et on se retrouvera sur les chemins de la Corse. Pour un dernier épisode, un ultime épisode de Mémoire d'un monde consacré à la Corse. On ne pouvait pas se quitter, Jean-Marie Colombani, sans parler de la Corse. Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde, un podcast de Jean-Marie Colombani, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Hélène Decommer. Présentation, Hélène Decommer. Production éditoriale, Hélène Decommer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale, Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou.